Ce que je vous propose, donc cet atelier est prévu jusqu'à 15h30. Il y a beaucoup d'intervenants, vous les voyez derrière moi et d'ailleurs je vais vous les présenter dans un instant. Le but, ça ne va pas être d'être dans des présentations linéaires. Évidemment, chacun va parler sur son point de vue. Je vous propose d'intervenir régulièrement, de repasser la parole à la salle, de revenir sur ce que nous proposent les uns et les autres. Comme ça fera aussi plus de dynamique dans cet après-midi. Donc évidemment, on le sait, énergie renouvelable, autoconsommation et efficacité sont finalement le même but, qui est de réduire la facture des ménages et d'accompagner la transition énergétique. Et donc cette production d'électricité locale est une opportunité supplémentaire, notamment pour optimiser le pilotage des énergies dans les bâtiments. Et c'est tout ça dont on va parler à travers ces enjeux d'efficacité du bâtiment dans cet atelier. Donc on est ravis. Alors n'hésitez pas toujours, si vous le souhaitez, évidemment, à partager, à tweeter. On a toujours le hashtag autoconsommation PV pour mettre en avant évidemment ce qui se passe cet après-midi au CESE. Donc on est ravis d'accueillir Madame la ministre Corinne Lepage avec nous, donc cofondatrice du cabinet Huglot Lepage, avocat, qui va pouvoir nous retracer, on va dire, ou en tout cas dresser un état des lieux. Pas toujours, il y a beaucoup de choses encore à faire bouger sur ce sujet-là. Et évidemment aussi un regard au-delà de la France sur ce qui se passe, évidemment, ailleurs. Jérôme Gattier, bonjour, qui feuillette attentivement l'avis du CESE, c'est intéressant. Alors oui, vous êtes bien serré, si vous avez trop chaud, vous me faites signe. Donc directeur du plan bâtiment durable qui avait été lancé en 2009, qui fédère un large réseau d'acteurs du bâtiment et de l'immobilier autour, évidemment, de cette mission, favoriser la mise en œuvre des objectifs d'efficacité énergétique et environnementale. Également avec nous, David Marchal. Bonjour, vous êtes chef du service adjoint réseau et énergie renouvelable à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, avec des chiffres notamment à nous mettre en avant sur la rentabilité de l'autoconsommation. J'ai parlé dans cette introduction de pilotage, donc c'est intéressant de voir ça avec Thierry Jaël qui est avec nous. Bonjour, vous êtes évidemment directeur du développement et de la prospective au sein de Schneider Electric. Vous développez les smart grids en France sur des projets de collectivité, mais aussi membre du GIMELEC, du comité bâtiment du GIMELEC, un partenaire de cet événement. On va voir aussi des exemples très concrets de ce qui se passe en la matière, et notamment avec François Roulet, bonjour, qui est tout à fait dans le coin là-bas, directeur de développement d'Artesol, qui développe notamment des centrales solaires et qui va nous parler d'un projet tout neuf sur un campus. Autre exemple concret, cette fois-ci avec Hugues Delplanque avec nous, bonjour, donc responsable pour l'énergie, environnement de Loire-Atlantique, développement CELA, donc vous aidez à construire un cadre de vie durable pour les habitants de Loire-Atlantique, et là encore vous allez nous donner un exemple concret dans un quartier. Et puis pour apporter aussi son éclairage, Jean Damian qui est avec nous, bonjour, président du GMPV FFB, donc groupement des métiers du photovoltaïque, et vous allez évidemment apporter votre regard, notamment sur les questions d'assurabilité sur ce sujet. Donc moi, ce que je propose, donc, comme je disais, c'est déjà, on va dire, de planter le décor, de revoir évidemment tous ces enjeux quand on parle d'autoconsommation et aussi d'efficacité, et puis après d'aller très vite aussi dans des échanges avec vous, puisque c'est aussi un atelier, et c'est le but. Alors Corinne Lepage, évidemment. Je vous passe la parole. Attention, je vous ai pris des beautés. Merci, madame. Merci, madame Croiset. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de droit parce que je n'ai pas le temps. Puis après le déjeuner, je pense que pour la digestion, la période postprandiale, ce n'est pas idéal. Donc, je vais plutôt essayer de donner quelques lignes directrices. D'abord, je suis de parti pris. Je suis pour l'autoconsommation et depuis très longtemps. Point 1. Donc c'est partial, je le dis d'entrée de jeu. Pourquoi ? Parce que ça me paraît être aujourd'hui la seule manière d'accélérer la transition énergétique. C'est-à-dire que si on veut effectivement que le renouvelable se développe massivement, il faut le faire sur les territoires et il faut permettre à tout un chacun, avec des mécanismes appropriés, de pouvoir devenir autoconsommateur, producteur autoconsommateur, de cette énergie de surcroît. Un avantage supplémentaire est que lorsque l'énergie n'est pas consommée par le producteur, elle est consommée par les voisins, il y a donc une déperdition énergétique qui est beaucoup plus faible. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Mais c'est une révolution chez nous. C'est probablement pour ça que les choses sont très difficiles, puisque par définition, c'est une production décentralisée. Or, nous avons un système énergétique, ou tout au moins électrique, totalement centralisé. Voilà. Donc le dilemme, il est là-dessus, et quand on a dit ça, on comprend pourquoi c'est si difficile.
Alors, il y a des dispositions législatives qui ont été prises, notamment, il y avait d'abord déjà dans la loi ALUR, puis dans la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, qui donne notamment aux territoires, communes et EPCI, un certain nombre de pouvoirs pour pouvoir effectivement accélérer, prendre en charge et accélérer la production locale d'énergie renouvelable et permettre non seulement ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle, mais vous êtes tous des spécialistes, donc vous connaissez tout ça, mais également ce qu'on appelle l'autoconsommation collective, c'est-à-dire qui ne concerne pas une personne déterminée, mais une collectivité, voire un groupe d'industriels, une zone industrielle, quelle qu'elle soit. Donc la loi le permet, mais nous savons tous que ce n'est pas parce que la loi le dit que c'est fait. On sait que si la loi ne le dit pas, ce n'est pas fait, mais ce n'est pas parce que la loi le dit que c'est fait. Et donc ensuite, on rentre dans les travaux pratiques. Et c'est là où je dirais que les choses deviennent difficiles. D'abord, premièrement, il faut que financièrement ce soit possible. Alors, c'est un secret de polichinelle que les collectivités locales sont totalement étranglées et que l'État leur a délégué toute une série de compétences en gardant les fonds qui allaient avec. Donc, première difficulté pour les collectivités territoriales, celle de mener à bien ce type de projet en les finançant, même en empruntant, mais à ce qu'ils soient publics. Deuxièmement, la loi permet, ça c'est une ouverture intéressante, de pouvoir monter des sociétés au-delà des SEM habituels pour pouvoir porter ces projets d'énergie décentralisée et donc permettant l'autoconsommation collective. Donc ça se met en place avec difficulté parce que les projets chez nous mettent beaucoup de temps à se développer. Mais ça, c'est pour toute une série de raisons sur lesquelles on pourra revenir. L'avantage, c'est que ce sont des projets qui sont d'une très grande acceptabilité. Parce qu'à partir du moment où c'est une collectivité des habitants qui s'empare d'un projet d'énergie renouvelable, ben, les problèmes que l'on rencontre ailleurs sont évidemment moindres. Il y a un troisième sujet qui touche toujours à la finance, qui est la question du tiers-financement. Il est prévu, il existe dans les textes, il n'existe pas forcément dans la vraie vie. Il est très difficile. Donc je pense que mes collègues autour de cette table, ils sont beaucoup plus calés que moi spécifiquement sur chacun de ces domaines pour y revenir. Mais ce qui a fait la force de la transition énergétique en Allemagne, puisque Madame Croiset, vous nous avez invité à prendre quelques exemples pris ailleurs, c'est précisément le succès du tiers-financement et la capacité de la banque allemande à porter les projets en attendant que les remboursements soient faits et que chaque individu ou chaque collectivité puisse en devenir, elle était déjà propriétaire, mais je dirais usufruitière, c'est-à-dire en tirer les bénéfices et les fruits. Bon, donc là, je crois que sur le tiers-financement, il y a incontestablement des progrès considérables à faire. Ensuite, il y a le problème de la CRE. C'est aussi un secret de polichinelle que la CRE, je ne sais pas si elle n'est pas représentée à cette table ronde. Non, elle n'est pas représentée à cette table ronde. Voilà. Donc la CRE n'est pas, comment dire cela, fanatique de l'autoconsommation. Et donc les décisions successives que nous avons de la CRE sont quand même extrêmement décevantes sur ce sujet. Et puis le dernier point, qui n'est pas tout à fait négligeable, c'est la question des réseaux et des raccordements. Là aussi, grande difficulté, quand il s'agit de raccorder d'abord, il faut payer, point 1. Et point 2, souvent des difficultés techniques et des délais non négligeables pour obtenir un raccordement. Alors, voilà. On a en revanche des représentants d'Enedis qui sont avec nous. Voilà, tout ça pour dire que c'est quelque chose d'absolument indispensable, permis par la loi, donc c'est tout à fait légal, sauf que ce n'est pas encore devenu, je dirais, aisé et partagé. Parce qu'effectivement, quand on est en face d'obstacles, quand vous êtes, j'allais dire, l'âme chevillée au corps, vous faites, mais quand vous êtes mezzo, vous faites autre chose.
Voilà. Et sur la problématique, à proprement parler, du lien entre autoconsommation et efficacité des bâtiments dont on parle. Parce que là, on voit bien la difficulté, évidemment, juridique, réglementaire, etc., qui est en termes d'autoconsommation, et sur ce sujet en particulier. Alors, sur ce sujet, il y a des spécialistes du bâtiment à côté de moi qui y reviendront avec beaucoup plus de talent que moi-même, mais il est clair que les deux sujets sont totalement liés. Parce que quand vous parlez d'efficacité des bâtiments, voire de sobriété énergétique des bâtiments, de bâtiments à énergie positive, si vous faites de l'énergie positive, il va bien falloir que vous ayez chercher votre énergie quelque part, même passive. Et donc ça veut dire que la production d'électricité doit être incluse dans la conception du bâtiment, et que quand on fait de la production d'électricité, le système le meilleur sur un plan collectif, mais qui peut être aussi individuel, c'est de commencer par consommer ce qu'on a produit. Parce que c'est là où la déperdition d'énergie va être la moindre. Alors, ça n'a pas été encouragé sur un plan financier, puisque jusqu'à maintenant, c'était quand même beaucoup plus rentable de vendre au réseau que de devenir autoconsommateur. C'est un système qu'il faut inverser, mais il est évident qu'on ne peut pas aller vers des bâtiments à énergie positive sans être producteur d'énergie. Peut-être qu'on peut, hein, mais il faut m'expliquer parce que je n'ai pas trouvé la solution. David Marchal vous éclairera aussi sur ce point. Alors, on va vous retrouver évidemment, parce qu'on va continuer ce tour de table pour introduire ce sujet avec vous, Jérôme Gattier, donc directeur du plan bâtiment durable. Alors, vous avez moins un prisme autoconsommation, hein, il faut le dire clairement, mais on comprend évidemment les enjeux de rénovation et de ce sujet de l'efficacité des bâtiments dont on parle cet après-midi. Ah, d'accord. Alors, oui, tout à fait. Alors, je vais faire quelque chose qui n'est peut-être pas prévu dans le programme, mais je voulais revenir sur l'intervention qu'on a eue en fin de matinée par monsieur Guillaume Duval, donc avec tout le respect que je peux avoir pour sa personne et ses fonctions. Alors, je dirais juste que l'écologie, c'est pas toujours facile, la transition énergétique et écologique, c'est pas toujours facile, mais déjà, je trouve qu'on n'est pas obligé de s'envoyer, alors qu'on est un peu entre nous, des ondes négatives. Bon. Alors, ça c'est peut-être complètement personnel. Je note que dans les faits de cet avis que j'avais lu, que je vais relire, quand on dit qu'il faut faire 500 000 rénovations énergétiques par an, ce sont les objectifs du gouvernement, enfin du pays, il faudrait faire sans doute beaucoup plus. Certes, on n'y est pas, mais c'est pas pour faire une querelle de chiffres, quoique si on veut qu'il y ait débat, il faut aussi qu'il y ait un peu de divergence. Les 288 000 qui sont cités, alors peut-être que sauf si l'ADEME me contredit, c'est ce qui sort de l'enquête Open, qui ne compte que les rénovations de logements privés. Donc ça ne compte pas ce qui est fait dans les parties communes des copropriétés, et ça ne compte pas ce qui est fait dans le logement social. Après, vous me direz qu'à partir de quand est-ce qu'on compte que des travaux faits chez des gens représentent une rénovation énergétique performante, si vous voulez. Il faudra peut-être une autre après-midi pour en parler. Voilà. Donc je dis ça, mais en revanche, cette intervention m'a fait venir une réflexion que je voulais partager, vous me direz ce qu'elle vaut. C'est que si vous voulez, à la fois il y avait le constat que l'autoconsommation, les gens en veulent, les gens sont acheteurs entre guillemets, les gens en veulent. Répété, 63% des Français interrogés en veulent. Et je trouve qu'après, tout le monde a le droit d'avoir ses idées et d'être sceptique sur l'intérêt de la chose, mais je pense que si on veut tourner vers l'action, je dirais plutôt que ça pose une question qu'il faut traiter autrement, qui est de dire comment faire en sorte que cette envie des gens de faire, on essaie de l'utiliser, si tant est qu'éventuellement on peut penser que c'est pas exactement la bonne chose, c'est pas la bonne solution ici et là. Comment on fait? J'ai pas forcément la réponse, mais plutôt que de se dire c'est pas bien, ils font ça, ils en veulent, qu'ils sont sots, etc., ou qu'ils ont été mal informés. C'est-à-dire comment on fait pour utiliser cette envie qu'ils ont de faire pour transformer ça dans les orienter vers les choses, soit qu'on voudrait qu'ils fassent, en toute bienveillance, dans leur intérêt et l'intérêt du pays, sans parler de choses plus larges. Voilà. Donc je voulais dire ça, voilà. Comme ça, c'est fait. Je sais que ça vous bouillonner depuis tout à l'heure. Ah oui, voilà, ça y est. Alors, après, pour dire de manière très simple, l'autoconsommation, donc nous, au niveau du plan bâtiment durable, c'est qu'on est plus orienté vers l'efficacité énergétique des bâtiments, mais nous sommes favorables à l'autoconsommation, d'abord parce que c'est
une manière de contribuer aux objectifs nationaux d'énergie renouvelable, ça c'est quantitatif, c'est factuel. Et en plus, je pense que ça a un avantage politique ou psychologique qui est de rendre les gens acteurs de ce qu'ils font et aussi de leur rendre l'énergie tangible. Vous voyez, la fierté de la personne qui se dit « je produis mon énergie », même si les grands sachants trouvent ça peut-être puéril ou autre, ou naïf, mais c'est quand même important. Voilà. Alors, après, ce qui est vrai, c'est que je pense que ça a été dit, ça sera redit mieux sans doute, c'est que il y a quand même un sujet d'adéquation entre l'autoproduction, l'autoconsommation, entre la production et la consommation, où il peut y avoir du coup à la fois l'intérêt d'avoir certains équipements, même si ça rajoute à la charge économique, qui permettent de temporiser la production, de la faire se rapprocher des moments où on consomme. Après aussi de limiter, de prévoir une cible d'autoconsommation qui est partielle, qui ne peut peut-être pas être totale compte tenu des fluctuations de la consommation. Voilà. Et après, effectivement, il y a la compatibilité avec le réseau. Et c'est vrai que nous, on essaye d'avoir un groupe de réflexion prospective qui s'appelle Réflexion Bâtiment Responsable 2020-2050. C'est la minute commerciale, je suis désolé. Eh bien, on a essayé d'avoir cette réflexion sur la compatibilité entre l'autoproduction, l'autoconsommation et le réseau. Il y a peut-être des domaines d'emploi ou des zones pas encore équipées ou des zones où la consommation est relativement stable, où il y a un domaine d'emploi plus fort pour ces installations que dans d'autres régions du pays. Et pour finir, c'est vrai qu'à la base, l'autoconsommation permet, dans un certain nombre de cas, de rapprocher justement des zones favorables à la production avec des zones plus... je ne sais pas comment il marche, là, il m'aime pas. Alors, des zones plus... qui ont des besoins au moment où on produit. Vous voyez, c'est de manière plus collective entre commerce, bureaux, logements, etc. Voilà. Après, juste, alors ceci, ce que j'ai dit, était simplissime. Après, c'est vrai que ce qui se passe au niveau des actions dans le bâtiment durable, il y a des réglementations de construction qui poussent ou qui quasiment implicitement ou explicitement imposent d'avoir des installations de production photovoltaïque. Donc ça, c'est très bien. S'il y a de l'autoconsommation avec, c'est bien. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça fasse un peu exemple et contagion vers les bâtiments existants, sachant que là, il y a peut-être un petit bémol, un petit risque, que les gens qui ont un immeuble, les Français, quand on leur parle de transition énergétique, ce qui est bien pour les gens ici, c'est qu'ils disent « Ah ben c'est les énergies renouvelables ». Parce que l'efficacité énergétique, personne ne comprend ce que c'est. Au bout de 10 ans, 20 ans qu'on l'explique, il doit y avoir un problème de pédagogie ou de communication. Voilà. Bon. Alors qu'on dit toujours que c'est l'énergie qu'on ne consomme pas qui est finalement la meilleure. Mais... Certes, ça devrait être ça, mais une fois qu'on a dit ça, les gens ils disent « Ah oui, donc c'est le photovoltaïque, donc bravo ». Il y en a qui ont été meilleurs, ok, d'accord. Mais les gens qui ont un immeuble catastrophique et qui ont une fierté, fiers comme Artaban, parce qu'ils ont le truc, l'installation individuelle ou collective de production d'énergie renouvelable, ça ne va pas. Il y a que nous, on est dans une idée qu'il faut d'abord diminuer les besoins de consommation, si tant est que c'est certainement faisable, et puis en respectant liberté individuelle, etc. Mais pour que la production d'énergie renouvelable puisse fournir la plus grande proportion possible du besoin restant. Voilà, je dois dire ça. Et donc l'idée quand même, c'est... Français, Françaises, si vous vendez du photovoltaïque individuel ou collectif, ou autoconsommation collective ou individuelle, faites une offre jointe avec celle de rénovation. D'accord ? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Et j'en termine en disant que les petits retours qu'on a sur les travaux, c'est que tous les ans, on a l'enquête UFC Que Choisir. On a mis le film avec l'installation photovoltaïque dans la cave. Ça, c'est horrible parce que ça fait un tort considérable. Il y a quand même quelqu'un qui a réussi à faire ça, à le vendre et l'autre à l'acheter. Donc voilà. D'accord ? Mais c'était du photovoltaïque. D'accord. Du coup, il y a comme un sujet qu'il faut quand même continuer à développer les compétences. La confiance des clients, c'est ça qui va permettre de développer le marché. Donc les réussites. Arnaud Leroy de l'ADEME a parlé d'éco-délinquance. Arnaud Leroy, ce matin, de l'ADEME, a parlé d'éco-délinquance en parlant des sujets. L'entretien, et je pense qu'après, il y a eu dans le domaine du solaire au sens large beaucoup de précurseurs dans le domaine des contrats avec garantie. C'est quelque chose qu'il faut absolument
conserver et développer. Et les gens, il faut qu'ils aient les gens ne sont pas sachants, même des maîtres d'ouvrage d'immobilier, que ce soit des particuliers ou des professionnels, c'est un sujet parmi tant d'autres. Il faut qu'ils aient confiance, et pour ça, il faut qu'ils aient l'assurance que leur installation va non seulement continuer à exister, produire dans le temps, et produire les choses qu'on leur a promis, je ne sais pas comment on dit en français, promis que ça allait produire. Voilà. Donc, et ça rejoint les slogans du plan de rénovation énergétique du bâtiment. Donner envie, donner confiance. Alors maintenant, ça reste à, dit Madame la Ministre, il y a les travaux pratiques. Voilà. Alors on va poursuivre parce qu'après cet état des lieux et ces enjeux sur l'efficacité du bâtiment, avec vous, David Marchal, donc de l'ADEME, pour faire peut-être un petit peu plus le point concrètement sur l'autoconsommation, on en parlait aussi ce matin, la rentabilité, les perspectives de rentabilité, puis on fera un lien évidemment avec l'efficacité du bâtiment, puisque c'est le sujet dont on parle. Alors si jamais vous voulez passer quelques visuels, je crois que vous avez un petit appareil qui vous permet d'en montrer un peu plus. Voilà, ça c'est vous. Bonjour, donc David Marchal, je suis directeur adjoint production énergie durable à l'ADEME. Je ne vais pas revenir sur les propos de mon président ce matin et donc son propos général sur la position de l'ADEME sur l'autoconsommation. Je voulais juste donc donner quelques éléments de calcul qu'on a pu faire sur les perspectives de rentabilité de l'autoconsommation aujourd'hui, et puis après faire le lien avec le sujet de la table ronde précisément, donc efficacité énergétique et autoconsommation. Alors sur les perspectives de rentabilité, on a fait quelques travaux dans le cadre du GT, le Cornu notamment, pour voir un peu quelles sont les perspectives de rentabilité des différentes typologies d'installations en fonction de différents paramètres. Et bon, ce qui est important, ça a été dit, hein, c'est que la rentabilité d'une installation, elle dépend de beaucoup de choses. Elle dépend des hypothèses qu'on prend sur le prix de l'électricité, puisqu'on évite de consommer de l'électricité, des hypothèses qu'on prend sur l'augmentation de ce prix de l'électricité, du taux d'autoconsommation également. Comme faisait allusion quelqu'un dans le public qui est venu m'en parler aussi sur le vrai prix de l'électricité. Oui. Alors, bon, là, on parle du prix de la facture, hein, puisque c'est celui qu'on économise en direct. Mais bon, alors, nous, déjà sur ce prix de l'électricité, on parle d'éco-délinquance. Il ne faut pas trop faire rêver aussi le consommateur ou le futur client. Et c'est vrai que si on essaye de faire des calculs de taux de rentabilité avec des hypothèses de croissance du prix de l'électricité qui sont trop élevées, quelque part on va survendre l'installation. Donc on est parti du principe qu'on aurait 2% d'augmentation du prix de l'électricité dans tous les calculs que je vous présente. Et puis l'illustration aussi, c'est donc bien avoir en tête ce compromis à trouver entre le taux d'autoconsommation et le taux de couverture finalement d'installation, puisque je peux certes avoir une installation très rentable qui a un taux d'autoconsommation très, très élevé, mais elle va faire peut-être 200 watts. Si j'installe un module, voilà, je vais avoir un taux d'autoconsommation très élevé, ça va être un taux de rentabilité très bon, mais je vais économiser presque pas de facture. Donc, et à l'inverse, je peux vouloir économiser beaucoup de factures, mais avoir un taux d'autoconsommation beaucoup plus faible. Donc tout le jeu est de trouver pour chaque logement, chaque habitation, chaque typologie de bâtiment, le juste compromis entre le profil, entre est-ce que je mets des batteries, est-ce que j'en mets pas, est-ce que je mets du pilotage, est-ce que j'en mets pas. Donc là, ici, vous avez sur ce transparent-là, déjà pour les installations résidentielles, à chaque fois, on a mis donc, des couleurs qui vont du vert au rouge pour les niveaux de rentabilité, sachant que c'est écrit en petit, mais on a affiché à la fois donc, le TRI, donc l'équivalent de la rentabilité du placement, et puis le temps de retour actualisé, donc qui prend en compte aussi cette rentabilité de l'argent. Donc on voit que sur l'autoconsommation individuelle, déjà, bon, les zones de rentabilité, même en prenant en compte les soutiens publics, sont assez faibles. Alors ça n'empêche pas qu'il y a une appétence, hein, ça a été dit plusieurs fois, et que le particulier ne prend pas toujours des décisions qui sont économiquement les plus pertinentes, puisqu'on le sait tous ici, hein, aujourd'hui le tarif d'achat en injection totale, il est plus avantageux que le système de soutien à l'autoconsommation, d'un point de vue purement financier, mais néanmoins, beaucoup de gens, une majorité de gens aujourd'hui choisissent l'autoconsommation comme système de soutien. Alors après, là où c'est plus intéressant, c'est quand on va sur les toitures de plus grande taille. Donc ici, on a les toitures 9-36 kW. Et après, donc les toitures de plus de 100 kW.
on voit que la zone de rentabilité s'étend. Là, on a fait deux calculs selon que le bâtiment paye son électricité au tarif bleu ou paye son électricité à 12 centimes d'euros. Donc la rentabilité est plus forte en tarif bleu. On commence à avoir Alors la rentabilité est plus forte, mais comme les clients ne sont pas les mêmes, là on est peut-être plus sur des clients qui sont des entreprises, leur niveau d'exigence de rentabilité n'est pas non plus les mêmes. Ce sont des acteurs économiques. Donc quelque part, tant mieux si cette rentabilité est plus forte. Et enfin, donc pour les grandes toitures, là on a des taux qui augmentent et la zone de pertinence qui augmente. Là aussi on a fait la variante selon les deux niveaux de tarifs. Ce qui change aussi par rapport aux autres typologies d'installation, c'est qu'on est là sur des taux d'autoconsommation de 100%, puisqu'on a considéré que quand on était une grande toiture, type hypermarché et autres entrepôts frigorifiques, on pouvait dimensionner l'installation pour autoconsommer l'intégralité de la production. Donc voilà, ça ce sont des éléments un peu pour remettre le sujet en termes de rentabilité, en termes de quelles sont les zones de France où c'est le plus rentable. On a bien entendu, c'est l'ensoleillement qui joue, comme pour le photovoltaïque en général. Après, oui. Un petit mot peut-être sur le lien avec le bâtiment. Le bâtiment, oui. L'ADEME est bien entendu pas mal impliqué aussi dans les histoires de réglementation thermique. On a depuis quelques années la réglementation thermique 2012 qui fait une place au photovoltaïque de façon générale, qu'il soit autoconsommé ou pas. Alors, ceci dit, la place qui lui a été faite est quelque part assez petite. Et on voit bien, on constate quelque part à la fois une envie d'y aller, puis quelque part aussi une frilosité, une peur que le bâtiment se transforme qu'on tartine du photovoltaïque sur tous les bâtiments. Et les choix qui sont faits sont pas forcément toujours techniques, mais quelquefois aussi politiques. L'exemple que je voulais donner, c'est sur le plafonnement. Un bâtiment RT 2012 peut déduire une partie de sa consommation d'énergie quand il produit de l'électricité photovoltaïque, mais il ne peut en déduire que 12 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Donc là, on a fait un seuil. Et ce 12 kWh correspond, j'ai fait un petit calcul, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais il correspond à peu près à 2 modules photovoltaïques. Donc quelque part, on a considéré que 2 modules photovoltaïques sur le toit d'une maison, quelque part, on pouvait déduire ça de sa consommation, mais en mettre plus, c'était limité. Voilà. Donc certainement pour, effectivement, travailler sur l'enveloppe, pour aller vers des maisons qui soient le mieux isolées possible. Alors la future réglementation va évoluer en ce sens-là, on aura quelque chose de plus souple. C'est vrai que le message de l'ADEME là-dessus est bien entendu de rester sur l'énergie la meilleure, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc oui, bien entendu, on fait la promotion de l'efficacité énergétique des bâtiments, mais on est bien aussi conscience qu'il y a quelque part, c'est les deux mon capitaine à cette question qui est posée dans le titre de la table ronde. On a l'impression qu'il faut les opposer. Non, c'est bien efficacité énergétique et autoconsommation qui vont de pair. Et c'est vrai que quand on voit un peu les typologies de moyens de chauffage qui sont déployés là dans le bâtiment depuis la réglementation thermique, dans l'individuel, parce que dans le collectif, ça n'a quasiment pas changé grand-chose, mais dans l'individuel, il y a quand même pas mal d'énergie renouvelable finalement dans les nouvelles maisons. Mais c'est quasiment uniquement des pompes à chaleur. 55% des nouvelles maisons individuelles depuis la réglementation thermique 2012, ce sont des maisons chauffées en pompe à chaleur, qui est certes une énergie renouvelable. On aurait pu rêver d'avoir davantage de panneaux solaires ou autres, mais bon, voilà. Ceci dit, quand on se place dans cette optique-là, d'avoir une part croissante de pompes à chaleur dans le bâtiment neuf, on voit bien que l'articulation ou le fait d'avoir des offres packagées, pompes à chaleur plus photovoltaïque en autoconsommation, ça fait sens. Voilà, on est sur une pompe à chaleur qui consomme de l'électricité, qui peut-être lisse une production. Donc là, on a bien entendu quelque part tout un champ qui s'ouvre devant nous. Voilà, je vais peut-être arrêter là pour l'intervention Juste pour rebondir sur ce que disait Corinne Lepage, si on veut se projeter beaucoup plus loin sur les bâtiments à énergie positive, Madame Lepage disait voilà, il va falloir aller dans l'autoconsommation. Quel scénario vous pouvez envisager, puisqu'on a bien compris que c'était complémentaire, autoconsommation, efficacité. Effectivement, quand on se place en 2050, il va falloir que l'intégralité, en tout cas si on veut atteindre les objectifs que la LOS s'est fixés, il va falloir que l'intégralité du parc de bâtiments soit rénovée au niveau BBC. Alors
Alors, ce n'est pas une mince affaire. Effectivement, selon les chiffres, selon la police, selon les organisateurs, ce n'est pas trop facile de savoir comment interpréter les chiffres de la base open, hein, les premiers concernés. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a peut-être des typologies de bâtiments qui seront... Enfin, il y a des typologies de bâtiments qui sont plus difficiles à isoler que d'autres. Il y a des bâtiments historiques, etc. etc. Et donc, il faut aussi qu'on se prépare peut-être à trouver d'autres idées. Et si on n'arrive pas à être au niveau BBC pour l'ensemble des bâtiments, il faut peut-être aussi qu'on s'autorise à développer davantage les énergies renouvelables au-delà, quelque part, de la maison passive ou pour les typologies de bâtiments où ça fera sens. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que bien entendu à court terme on se place dans une optique d'efficacité énergétique d'abord, et sur le long terme, quand on va falloir faire face à la rénovation globale du parc de bâtiments, on a certainement un intérêt à développer les énergies renouvelables davantage que ce qu'il faudrait sur chaque bâtiment. Alors ce que je propose, dans un instant, on va aborder un aspect encore plus technique, on va dire, en allant dans les enjeux de pilotage, puisque finalement c'est aussi ces sujets-là qui, en termes d'efficacité des bâtiments, mais moi je vous propose déjà, comme c'est aussi un atelier, de pouvoir réagir, commenter, poser vos questions. Je crois qu'on a un micro quelque part. Est-ce qu'on a un micro quelque part derrière vous? Ah voilà, on avait une charmante, on a pas seulement le micro, on a aussi une charmante jeune femme pour le passer, donc c'est formidable. Donc n'hésitez pas, levez la main, posez vos questions, participez, témoignez, tout ce que vous voulez, avant de poursuivre. Voilà. Monsieur, vous pouvez vous présenter à nouveau pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc, Antoine Farcot, expert judiciaire à la Cour d'appel de Toulouse, installateur et formateur Quali PV, 35 ans de solaire photovoltaïque à mon actif. Je voulais juste faire un témoignage personnel, même si je suis effectivement dans le milieu depuis très longtemps. J'habite sur Toulouse, j'ai acheté une maison, alors la typographie des maisons 90, 8 cm d'isolation en polystyrène, que du convecteur électrique. Bon, elle avait l'avantage, c'était un cube. Donc je suis dans le métier, je me suis renseigné. Aujourd'hui, j'ai isolé par l'extérieur. Je mets en avant, bien sûr, l'efficacité énergétique, la performance énergétique d'abord. Et j'essaye de vendre ça aussi à mes clients. Après, j'ai isolé mes combles, bien entendu, la priorité. Pour avoir un peu d'inertie thermique sur Toulouse, ça sert beaucoup. Et puis, bien entendu, je produis mon eau chaude au solaire. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Et puis, j'ai profité comme tout le monde. J'ai 3 kW crête en vente totale, c'est très bien, ce que je vends, ça me couvre totalement mes frais d'énergie. Et puis j'ai fait de l'autoconsommation. Ok, je suis dans le milieu, c'est mal orienté, c'est mal exposé puisque la maison existait, j'ai des effets d'ombrage, etc. J'ai 3,2 kW crête, 4 kWh de batterie, je couvre 50% de ma consommation électrique totale. J'ai une piscine, quelques radiateurs électriques, je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, contrairement à ce qu'on nous a dit, c'est faisable. C'est faisable. Et c'est économiquement rentable pour la planète, pour le confort et pour le portefeuille. Donc aujourd'hui, arrêtons de tergiverser. Oui, c'est faisable. Ne nous mettons pas des bâtons dans les roues. Je ne vous cache pas, cette installation, comme j'avais déjà mon générateur en vente totale, je ne l'ai pas déclaré. Et je l'assume. Merci pour votre témoignage. Je crois qu'on va pouvoir passer la parole. Je vous en prie. Bonjour, Ondine Chavet, cofondatrice de My Light Systems. J'aimerais rebondir sur vos discours qui font beaucoup de bien à entendre. J'ai participé à certaines tables rondes de Monsieur Lecornu. Faire le lien entre efficacité énergétique et photovoltaïque, c'était presque un gros mot. Quand j'ai même pris la parole et je leur ai dit, vous savez, quand on installe de l'autoconsommation sur un particulier, la première chose qu'il voit, c'est une baisse de facture. Il ne comprend pas que, mais vous consommez toujours, vous avez toujours une consommation, ce n'est pas la perception qu'a le particulier. Aujourd'hui, toutes les primes, en tout cas pour les petites centrales solaires, photovoltaïques en autoconsommation, ne prennent pas en compte ces notions de taux d'autoconsommation, ces notions d'efficacité énergétique, elles prennent en compte la puissance installée. 3 kW crête. Mais 3 kW crête sur une maison qui a du convecteur électrique n'a pas la même efficacité
que 3 kWh sur une maison qui est chauffée au gaz et qui a très peu de consommation électrique. Donc on n'a pas du tout mis cette logique et ce lien entre efficacité énergétique et autoconsommation dans les aides du photovoltaïque. Et je pense qu'au moins le faire sur la partie résidentielle du marché, où le particulier voit une baisse de facture et ne voit pas, ne comprend pas que c'est toujours un électron et qu'il consomme toujours. Ils ne perçoivent pas ça, ils voient sa baisse de facture. Je pense que ce serait un bon moyen de commencer à lier autoconsommation et efficacité énergétique qui doivent aller main dans la main. Il ne faut plus les opposer, certainement pas en résidentiel. Merci pour votre témoignage. Quelqu'un veut réagir à ce qui a été dit? Oui, David Marchal. Juste pour rebondir sur le fait que la prime est certes au kilowatt, mais une bonne partie de la rentabilité de l'installation vient de l'électricité qu'on économise. Et l'électricité qu'on économise est bien directement liée au taux d'autoconsommation. Donc, l'autre réaction qu'on peut avoir, c'est que votre proposition est certainement intéressante et très intelligente, mais c'est vrai qu'on en reçoit beaucoup. Et si on les mettait toutes en œuvre, déjà qu'on nous reproche l'instabilité des règles, ce serait quand même le festival. Donc en fait, c'est quelque chose qu'il faut regarder, peut-être, mais avec toujours une certaine... avec une partie de son cerveau qui est favorable à la permanence des règles, même si elles sont imparfaites. Monsieur, allez-y. Merci. Donald François, fondateur de Sérénissone Énergie. Tout d'abord, Monsieur Gatier, merci d'avoir exorcisé le sentiment qui nous a coupé l'appétit tout à l'heure. C'était très bien de le faire au micro. Ensuite, ma question est pour Monsieur Marchal de l'ADEME sur les perspectives sur les hypothèses de rentabilité de l'autoconsommation photovoltaïque. Est-ce que des modèles ont été faits, pour essayer d'imaginer en collectif quelle différence ça ferait dans les couleurs de la carte? Parce que je reste convaincu qu'en collectif, l'autoconsommation collective à l'échelle d'un petit quartier ou d'un lotissement présenterait des modèles assez différents, même s'il n'y a pas beaucoup de recul et de jurisprudence sur la question, de 1. Et de 2, dans ces perspectives d'évolution, vous avez dit on prend en compte certaines hypothèses d'évolution du coût de l'énergie nucléaire ou autre par ailleurs. Qu'est-ce que vous avez pris comme hypothèse sur 25 ans à ce sujet? Alors, on n'a pas fait ces calculs pour l'autoconsommation collective, si c'était bien ça votre question. Enfin, je voudrais juste préciser qu'on on a une très mauvaise qualité du son quand ça vient de la salle ici, donc c'est pour ça qu'on fait la grimace quand vous parlez. Hein. Oui, ça fait un écho en fait formidable avec cette... c'est un peu particulier. Donc, on n'a pas fait les calculs pour l'autoconsommation collective tout simplement parce qu'effectivement, les hypothèses seraient sans doute très très différentes. Et puis, au moment où on a fait ces calculs, le cadre était encore très incertain. Et puis le deuxième point, on a pris 2%, hein, ça, je l'ai dit tout à l'heure, 2% d'augmentation annuelle du prix de l'électricité et de la facture. Voilà, D'accord, c'était effectivement la question. Et puis ensuite, on peut avoir un débat sur la pertinence de ce 2% quand on entend le coût de construction d'une centrale ou de déconstruction d'une centrale, mais bon, c'est un autre débat. Oui, c'est ce dont je parlais sur le vrai coût de l'énergie, tout ça. Est-ce qu'il y a encore un commentaire, une question? Monsieur a levé la main, on va tout au bout là-bas. On vous fait faire un petit peu de marche. Merci. Donc, Bernard Fleury, responsable innovation Atlantique. J'aimerais revenir sur les verrous. Disons, les ballons d'eau chaude sanitaire peuvent représenter une super batterie de stockage du PV, mais aujourd'hui dans la réglementation, en se basant sur l'historique que les ballons étaient chauffés la nuit, on limite le potentiel de stockage du PV dans le ballon à 5% du besoin. Donc quelqu'un qui voudrait chauffer son ballon électrique avec du PV, eh bien, il ne couvre que 5% de ses besoins. Donc ce sont ces verrous où on dit c'est formidable, on va faire la promotion du PV et de l'autoconsommation, et derrière on met des verrous un peu partout. Donc, comment les faire sauter? Non, mais là, je rebondis là-dessus. Enfin, celui qui veut aujourd'hui piloter son ballon d'eau chaude autrement, il peut tout à fait le faire. Enfin, soit à la main, soit avec des box, les différents fournisseurs d'équipements ici dans la salle. Il y a l'offre tarifaire heure creuse heure pleine, éventuellement, qui peut bloquer un peu les gens. Mais d'un point de vue règlement, il n'y a pas de règle qui empêche aujourd'hui de... Dans la réglementation thermique 2012, il y a une règle très claire. 5% peut être autoproduite. C'est ce que confirment les... Oui.
Bon, ben, visiblement, ça va faire l'objet de discussion sur la thématique. Est-ce qu'il y a encore éventuellement une question ou sinon on va poursuivre nos échanges sur cet atelier? Ça a l'air clair pour tout le monde. Ah, il y a une question ici. Voilà, on va vous faire remonter quelques marches, s'il vous plaît. Merci. On va prendre votre question et après on va poursuivre en parlant de flexibilité notamment. Bonjour, Amine Benkiran. Je suis chef de projet énergie renouvelable chez Engie, chez Cofeli. Et là, les slides que vous avez montrés avec les différents TRI et la carte de France m'a fortement interpellé en fait. Aujourd'hui, on parle de performance énergétique et d'autoconsommation. Comment faire pour mettre une action, ajouter en fait du photovoltaïque dans un contrat global de performance énergétique, sachant, on dort en fait de l'arc méditerranéen, parce que dès qu'on sort en fait de cette zone-là, les TRI chutent et il est quasiment difficilement possible en fait de mettre du PV au-delà de cet arc-là. Donc, comment faire? Comment réellement arriver à des taux qui ne dégradent pas en fait la totalité des contrats de performance énergétique en ajoutant du PV? Voilà. Alors, avez-vous une réponse? C'est une problématique qu'aujourd'hui je suis en train de voir comment. La deuxième question, c'est est-ce que le TRI est réellement un indicateur pertinent dans ce genre de... Si on veut vraiment pousser ces solutions-là, est-ce qu'il ne faut pas se tourner vers d'autres indicateurs que le simple TRI, tout simplement? Vous avez des propositions? Vous avez des propositions, dit monsieur Non, Marchal. je cherche encore, pas encore de propositions concrètes. Alors, je veux dire un truc très basique, qui est que beaucoup de Français mettent leur épargne sur un livret A qui rapporte 0,5 ou moins quelque chose, et que je pense qu'ils n'ont pas encore bien compris, ni nous peut-être dans cette salle, que déjà 4 ou 5% de rentabilité, il faut voir comment ça doit se comprendre, si c'est avant, après, impôt, etc. Mais c'est déjà très bien par rapport à beaucoup de choses qu'on propose aux gens. Donc il y a un aspect de discours, de pédagogie, de simplification et de communication qui fait que ce sont déjà... Alors déjà, on voit que nos amis de l'ADEME le présentent en rouge. Rouge, ça veut dire feu rouge. Mais que 4-5% aux 20 ans, c'est pas si mal. Hein, voilà. Tous les jours, les notaires transmettent aux enfants des personnes décédées des maisons qui ne valent plus rien, puisque rien n'y a été fait, et des petits livrets ou des moyens livrets d'épargne qui n'ont rien rapporté. Voilà. Donc la France, c'est comme ça, parce que les gens sont très prudents. Donc on est quand même dans le changement, et il faut continuer à expliquer ces choses-là. Alors effectivement, quand on est dans le domaine du monde professionnel, il y a peut-être d'autres leviers qui sont peut-être la responsabilité sociétale, d'autres sujets de l'entreprise, comment elle communique sur ses actions. Mais c'est vrai que le contrat de performance énergétique, vous verrez que dans le tertiaire, proposez donc moins 40%. Et si vous y mettez le photovoltaïque, avec, on signe. Enfin, on essaiera de vous aider à trouver des gens qui signent. Enfin, moi, c'est pas moi qui paye, de toute façon, en plus. Oui, je voulais rajouter quelque chose. Pour revenir sur les indicateurs, enfin, je suis le premier à penser qu'effectivement le TRI n'est pas forcément le meilleur indicateur. Enfin, après, c'est une façon de parler, de parler finances uniquement. Bien entendu, il y aurait d'autres indicateurs, le pourcentage d'économie de facture, enfin, peut-être des choses qui parlent plus aux particuliers. Mais comme ce qui est important, c'est quand même bien d'avoir en tête que le niveau de TRI attendu, même si on a mis les mêmes codes couleurs et que le rouge, c'est pas forcément feu rouge, est très différent d'une catégorie de consommateurs à l'autre. Ouais, c'est complexe, ça reste complexe. Alors on va poursuivre cet atelier sur autoconsommation PV et efficacité du bâtiment en parlant de pilotage et de flexibilité, en particulier avec vous Thierry Jaël, membre du comité bâtiment du Gimelec. Rappeler justement ces enjeux de flexibilité dans ce bâtiment qui peuvent être évidemment largement en lien avec l'autoconsommation. Oui. Alors, bâtiment connecté, je précise. On a rajouté le mot connecté derrière, puisque ça fait un peu plus moderne. Alors, effectivement, je représente aujourd'hui le Gimelec. La maison qui m'emploie s'appelle Schneider Electric.
Mais aujourd'hui, je ne vous parlerai pas des produits Schneider, je vous parlerai des actions du Gimelec et de la filière qui est représentée. Alors, au Gimelec, on a l'habitude de... Merci. Ça peut servir. C'est là. Voilà, donc on a l'habitude de se tracer une feuille de route chaque année, voire chaque période. On a un élément de la feuille de route situé autour de l'autoconsommation et plus généralement l'autoconsommation collective. Et puis cette feuille de route, elle est, comme nous sommes tous à bord des industriels, les industriels, vous savez, qui sont plus ou moins au bout de la chaîne de la transaction, puisque, comme vous connaissez le cycle habituel de la construction, entre le maître d'ouvrage, l'architecte, le bureau d'études, l'installateur, l'entreprise générale, à la fin, presque à la fin, on a l'industriel qui fournit des produits, et tout à la fin, on a l'exploitant quand même. Hein, donc, et puis après, on a l'occupant. Eh bien, en tant qu'industriel, nous avons à cœur d'essayer de faire voler, un peu mieux voler l'autoconsommation collective, hein, sachant qu'aujourd'hui, on a bien compris que la rentabilité était un peu fragile et qu'il s'agissait maintenant de se creuser la tête sur comment trouver des nouveaux gisements de rentabilité économique. Alors, en dehors de tous les autres aspects qu'on a évoqués ce matin et tout à l'heure, et notamment les aspects d'ambition et d'envie. Faire voler l'autoconsommation collective économiquement, c'est trouver de nouvelles recettes potentielles. Et dans les nouvelles recettes potentielles, il y a un mot qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, enfin jusqu'à maintenant, qui est la tarification dynamique. Je ne l'ai pas entendu. Parce qu'on peut imaginer demain que l'autoconsommation collective qui intéresse les consommateurs va impacter leurs usages, forcément, puisque ça a été dit tout à l'heure à propos du ballon d'eau chaude, l'usage énergétique devient un élément qu'on va pouvoir moduler. Et puis nous, on utilise un terme un peu plus technique, qui est, en bon ingénieur, qui est de flexibiliser les usages. Alors pourquoi les flexibiliser? Tout simplement parce que vous avez bien compris que les heures solaires ne sont pas forcément les heures d'utilisation de l'énergie. Alors ce que j'avais oublié, je vais rendre quand même l'honneur du Gimelec à la demande générale, je vous montre quelques chiffres quand même de ce que représente le Gimelec. Et surtout, je focaliserai bien volontiers sur un des secteurs, ou du moins un des axes clés, qui est le bâtiment connecté que j'ai cité tout à l'heure, sur lequel on travaille sur des innovations, on réfléchit à faire innover, sur des systèmes et sur des applications qui apportent de la valeur aux utilisateurs et à la filière. Alors maintenant, je vais essayer de synthétiser un peu mieux la pensée quand on parle de flexibilité. Alors au centre, on a un bâtiment, alors de logement, un bâtiment tertiaire, peu importe. Autour de ce bâtiment, on va retrouver des systèmes. Ces systèmes sont souvent assez anciens, puisqu'on parle de gestion technique de bâtiments, on parle de domotique, on parle de monitoring d'énergie, donc on commence à voir, et dans le logement grâce à Linky, mais pas seulement, grâce au système beaucoup plus évolué que ce qu'on avait avant, des systèmes de mesure qui permettent d'identifier des dérives et beaucoup d'informations. Autour, alors j'empile mes petites boîtes, hein, comme les industriels, ils aiment bien vendre beaucoup de boîtes, donc ça ressemble un peu à tout ce qu'on a envie de produire. Et donc au-dessus, donc, on va flexibiliser le bâtiment, et là, c'est là qu'on va retrouver la production d'énergie renouvelable locale, hein, donc, et principalement le photovoltaïque s'agissant du bâtiment. Juste en dessous, on retrouve la brique stockage, qui est un élément de la flexibilité, qui va apporter beaucoup de souplesse dans la façon de lisser sa consommation. Les usages flexibles, je vais en parler très rapidement tout à l'heure, et puis la recharge électrique, qui est un usage et qui est un nouvel objet qui va s'inscrire progressivement dans le paysage. Alors au-dessus, on empile la boîte Smart Grid Ready, donc encore un terme barbare qui commence à évoquer la connexion de ces usages et de ces objets vers un autre monde qui n'est pas celui des occupants ni des exploitants, qui est le monde des sachants de l'énergie. Et donc, dans cette brique, on va retrouver principalement des applications numériques qui vont apporter une palette de services à tout un ensemble d'opérateurs. Et quand tout à l'heure j'évoquais la notion de tarification dynamique, derrière, il y a forcément un fournisseur ou des fournisseurs d'énergie
qui peuvent, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais qui peuvent un jour, alors je suis un peu taquin quand je dis ça, hein, parce que ça existe déjà, mais c'est encore très anecdotique, qui peuvent progressivement proposer à leurs clients qui sont équipés de systèmes en autoconsommation individuelle et collective, et ou collective, des tarifs beaucoup plus adaptés à leur mode de consommation. Et là, on a un premier gisement j'allais dire, d'économie ou de recettes potentielles, qui permet de mieux valoriser l'autoconsommation. Le bâtiment va s'inscrire progressivement dans 10 ans, 20 ans, 40 ans dans un environnement plus quartier. Donc on commence à voir apparaître la notion de microgrid qui est flagrante dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, où on a un opérateur de services urbains qui se met en place et qui apporte une palette de services qui n'existe pas encore en France et qui vont être rémunérés et qui vont générer de la valeur aussi pour les utilisateurs. Et puis donc à gauche, la fourniture d'énergie qui impacte le fournisseur. Alors aujourd'hui, on a tout un tas d'opérateurs et d'acteurs qui cherchent progressivement à intégrer dans leurs offres l'ensemble de cette proposition. Et puis, comme vous savez que le ventre mou de la flexibilité, c'est le tertiaire. Aujourd'hui, on sait bien faire de la flexibilité dans l'industrie, un petit peu dans le résidentiel, mais dans le tertiaire, on n'a pas encore réussi à générer un effet de marché. Eh bien, le Gimelec, toujours en quête d'imagination, s'est attaché à développer un indicateur de flexibilité qu'on a baptisé GoFlex pour donner beaucoup de dynamique dans la démarche. Ce GoFlex, il va permettre de donner une note aux bâtiments qui seront flexibles et qui seront disposés à apporter cette flexibilité sur le marché à des agrégateurs ou des fournisseurs d'énergie. Alors je passe très rapidement la forme de l'indicateur. C'est une forme assez simple qui va intégrer à la fois l'autoproduction, les usages, la notion de confort, la notion de disponibilité, c'est-à-dire est-ce qu'on est plus ou moins flexible dans le temps, est-ce qu'il faut 2 semaines, il faut prévenir 2 semaines à l'avance ou 10 minutes, hein, c'est pas la même note. Et puis une fois tout ça, c'est un recueil de données, c'est toute une série de données que vous connectez pour faire cet indicateur. Comment ça se passe? Alors il sera nécessaire pour un exploitant ou un bureau d'études de réaliser un audit. Cet audit, il sera relativement simple puisqu'il y a un outil de calcul qui est en cours d'élaboration. Et cet outil générera une note. Alors ça sera pratique pour, par exemple, un propriétaire de patrimoine immobilier de lister tous ces bâtiments, de les noter et de les apporter sur la table d'un agrégateur qui, lui, va dire votre parc m'intéresse et donc je vais l'inscrire dans cette dynamique de flexibilité qu'on appelle aussi effacement ou modulation. Donc ce GoFlex, il va sortir de nos cartons fin d'année. Il est en cours d'élaboration, on le dévoile aujourd'hui. On lui a trouvé son nom, c'est déjà pas mal. On va financer sa réalisation, enfin sa mise sur le marché. Et très progressivement, ce qu'on espère, c'est que l'ensemble des filières intéressées l'utilisent. On commence à le partager au niveau européen à travers la définition du SRI, le fameux Smart Readiness Indicator, qui va sortir bientôt, dans quelques semaines. Enfin, il est en train de sortir. Et puis, on espère qu'il sera largement intégré dans les démarches de construction, voire de rénovation. Voilà. Alors, il me restait une minute pour simplement donner un exemple faire concret. un petit clin d'œil. Alors, comme j'ai vu Christophe Lally tout à l'heure. C'est breton, ça, voilà, donc Cœur Grid. On est aussi partenaire de Morbihan Énergie pour la réalisation de ce fameux bâtiment qui s'appelle Cœur Grid, sur lequel il y a toute la panoplie qu'on peut trouver, qu'on souhaiterait avoir sur un smart building, et notamment l'autoconsommation, le stockage, la production d'hydrogène. Ça s'était dit ce matin, je le répète. Sur ce projet qui a été conçu en 2011-2012 à peu près, il a plusieurs vies. Et la vie qui arrive là, c'est l'intégration de ce bâtiment dans un microgrid à l'échelle du quartier, pour à la fois partager l'autoconsommation qui était au départ individuelle, et comme il y a beaucoup de surplus qui est gratuite et qui est donnée au réseau aujourd'hui, elle n'est pas donnée de manière vraiment gratuite puisqu'elle participe à la flexibilité du réseau. Et bien demain, elle sera également échangée avec les utilisateurs qui sont à proximité, donc les voisins. Et donc, comme l'a dit très bien Christophe tout à l'heure, ce site est tout à fait ouvert pour être visité quand vous voulez. Je vous remercie.
Merci pour votre présentation. Alors, je voulais juste rajouter un mot, vous poser une question sur un point que vous vouliez mettre en avant, parce qu'on parle beaucoup de la complexité de la réglementation. Vous vouliez parler des réseaux intérieurs aussi des bâtiments, parce que là, il y a une vraie complexité aussi. On voit bien que voilà, on met des outils en place, on essaye de favoriser, mais là, sur ce point en particulier, il y a encore une complexité. Il y a une loi qui existe sur le réseau intérieur, donc loin de moi de faire une quelconque polémique autour de ça. Simplement, il est légitime pour un propriétaire immobilier d'installer du photovoltaïque sur son toit et de le partager de manière collective au sein d'un même bâtiment. Donc, il y a une discussion sur faut-il un réseau public à l'intérieur d'un bâtiment ou faut-il un réseau privé. Je ne pense pas que ce soit vraiment enfin, on ne va pas creuser le sujet aujourd'hui. Simplement, cette initiative de partager de l'énergie produite, elle était louable et elle était intéressante. Je pense que le débat peut se poursuivre sur d'autres typologies de bâtiments que le bâtiment tertiaire. Je pense aux surfaces commerciales, par exemple. Et il est probable de trouver des arrangements avec les différentes parties prenantes un jour pour qu'il y ait plus de projets qui sortent. On l'a dit ce matin, sortir un projet, c'est 2-3 ans de maturation. D'ici 2-3 ans, on a d'autres projets là qu'on est en train de faire sortir qui ont été démarrés il y a 3 ans, à l'époque où la réglementation n'existait pas. Donc on peut espérer que la réglementation s'allège un petit peu pour favoriser ce qu'on appelle peut-être les réseaux intérieurs des bâtiments, qui ne sont pas forcément des réseaux intérieurs de distribution. Voilà. Non, mais c'est important de souligner aussi ce point qui vient s'ajouter à tout ce qu'on a pu dire. Alors maintenant, on va poursuivre avec les exemples concrets. Alors la seule chose, c'est que, juste avancer là, je ne sais plus dans quelle ordre, c'est votre voisin, c'est bien ce que je pensais. On va poursuivre, on va aller voir du côté de la Loire-Atlantique avec vous, Hugues Delplanque, vous êtes responsable environnement et pôle énergie environnement de Loire-Atlantique développement. C'est là, donc un projet en particulier dans un quartier. D'abord quelques mots sur Loire-Atlantique développement et puis ce projet. Oui, bonjour à tous. Bon, effectivement, pour présenter la structure, donc nous, on est une agence d'ingénierie territoriale au service du développement de la Loire-Atlantique. Ça est assez pompeux. L'intuition qu'on a eue en 2006, c'est qu'il fallait à tout prix internaliser la compétence énergétique et environnementale au cœur même de la maîtrise d'ouvrage pour le pilotage des projets d'aménagement. En fait, c'est ça. C'est un peu notre raison qui fait qu'aujourd'hui, on est aussi bien développeur urbain que développeur énergétique. Ça, c'est vrai que dans le paysage des SEM global, ça existe, mais ce n'est pas si courant. Parce que, en fait, notre rôle, si on avait le résumé en quelques mots, c'est de savoir se faire rencontrer le monde de l'aménagement et le monde de l'énergie. Voilà. On va passer très vite, au-delà de nos métiers, qui sont effectivement d'être opérateurs de construction, opérateurs de quartier et producteurs d'énergie renouvelable. Nous sommes aujourd'hui producteurs d'énergie renouvelable sur un grand nombre de filières, dont le solaire photovoltaïque, à raison de la consommation d'environ 40 000 foyers. Alors un petit mot sur ce projet assez emblématique qui a toute la reconnaissance métropolitaine, la reconnaissance... Vous pouvez montrer en avançant, je pense qu'il faut appuyer sur le bouton. C'est le vert. Oui, ça c'était notre présentation. Voilà, très bien. quartier, donc le projet qui est assez emblématique puisqu'il est aujourd'hui reconnu à l'échelle métropolitaine, bien sûr, puisque c'est un quartier dont le concédant est Nantes Métropole. Deuxièmement, il est reconnu puisqu'il a été homologué via l'association birégionale Bretagne Pays de Loire que mon voisin connaît très très bien. C'est le réseau Smart Smile, tout à fait. Donc Smart Smile, tout à fait. Le projet Smile. Et puis il a été effectivement lauréat en 2016, mars 2016, démonstrateur ville durable. Bon, ceci étant dit, ce qu'il faut bien comprendre de ce projet, il représente à peu près un territoire, un quartier de 100 hectares qui a été construit entre 1995 et encore aujourd'hui à ce jour, c'est-à-dire qu'il sera terminé à peu près en 2022. Donc quand on disait 2-3 ans, en fait un quartier de cet ordre-là, c'est plutôt 25 ans de réalisation, bien évidemment. Donc on s'inscrit bien évidemment dans le temps long. Ce qu'on peut noter au niveau de ce bassin de vie, puisque vous avez à peu près tous les usages, c'est qu'on a une grande mixité d'usages. On a sur la partie ouest essentiellement du logement, mais pas que, un institut médico-éducatif, un centre équestre, et sur la partie droite, une dominante équipement public, ainsi que du tertiaire dont vous venez de parler, puisque 120 entreprises ont cours sur ce bassin de vie, avec 3 objectifs qu'on a pris, 3 engagements qu'on a pris auprès de la métropole. C'était en 2011, il y a 7 ans.
Donc le premier objectif, c'est comme tout bon aménageur, d'offrir le cadre le plus exceptionnel qui soit possible pour les habitants, aussi bien sur les espaces extérieurs qu'à l'intérieur, c'est-à-dire vivre un vrai confort, vivre une vraie santé et vivre une vraie facture énergétique maîtrisée pour l'ensemble des habitants. Donc s'inscrire dans une garantie de résultat. Deuxièmement, c'est l'engagement qui a fait qu'on a été retenu, parce que bien que nous soyons aménageurs publics, dites-vous bien que nous sommes mis en concurrence en permanence, puisqu'on est société anonyme. Et donc l'engagement qu'on a pris vis-à-vis de Nantes Métropole, qui n'avait pas forcément d'ailleurs inscrit ce critère au niveau de l'appel d'offres, a fait qu'ils ont eu tendance à nous retenir parce qu'on a pris l'engagement de se dire on va faire un quartier où on va produire autant d'énergie renouvelable que n'en sera consommé tous usages confondus, et là je me tourne vers l'ADEME, puisqu'on ne se limite pas au niveau E3 si on se projette sur la RE 2020, c'est-à-dire en comptabilisant uniquement les 5 usages RT, mais tous les usages, et en priorité desquels, bien évidemment, les usages spécifiques, puisque tout le monde sait que maintenant quand on construit avec efficacité énergétique, c'est bien l'électricité spécifique qui pèse le plus dans la facture énergétique de l'habitant ou même du chef d'entreprise. Et puis le troisième objectif qui n'est pas des moindres. Dans un contexte où les crédits, les subventions, les dotations viennent à se raréfier, l'engagement qu'on a pris, c'était se dire que sur les 3 bilans d'investissement qui sont concernés par un projet comme celui-ci, c'est-à-dire le bilan immobilier tenu par l'ensemble des promoteurs, le bilan dont nous avons la responsabilité en tant qu'aménageur public, c'est-à-dire le bilan sur les espaces publics que vous voyez ici et qui sont nombreux, comme vous pouvez le voir, et le bilan au niveau des investisseurs qui vont venir s'implanter en tant que producteurs d'énergie renouvelable ne nécessite pas de subventions spécifiques. Parce qu'on sait qu'en faisant ça, le modèle économique de facto sera transposable. Voilà, donc évidemment, chaque objectif pris un à un paraît assez évident, quoique. Le défi qui nous est porté, c'est évidemment d'essayer d'asseoir les 3 en même temps. C'est ce que nous nous attachons à faire, en renforçant très fortement la partie maîtrise d'ouvrage, mais pas que, en embarquant surtout un très grand nombre d'interlocuteurs dont on a à relever ensemble ces défis. Je poursuis. Donc, vous avez en face de vous, en réalité, le quartier, le plus grand ensemble passif de France. Bon, voire d'Europe, nous dit la maison passive, mais enfin bon, on ne va pas chercher les prix, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui est certain, c'est qu'en tant que société d'économie mixte, nous sommes un très fervent promoteur de la construction passive, parce que nous l'avons nous-mêmes pratiqué pour le compte de bailleurs, et nous l'avons nous-mêmes pratiqué sur des équipements publics. Donc on en a fait l'évaluation, donc on l'a fait avant de demander de le faire faire. Ça, c'est la première règle. Deuxième chose, c'est que, évidemment, si vous vous dites pas de subvention spécifique au niveau de 3 bilans d'investissement, eh bien, ça veut dire qu'en amont, vous avez pu mesurer les incidences économiques de ce que vous prescrivez. Parce que si vous ne savez pas faire ça, en fait, vous arrivez dans le brouillard, et puis monsieur le promoteur va vous dire « c'est absolument pas possible », etc. Si vous l'avez fait avant et que vous avez mesuré et que vous avez bien équilibré les portages des différents investissements, vous verrez qu'on y arrive, puisque la photo qu'on va vous montrer à la fin, c'est bien réel. Troisième élément, en tant que maître d'ouvrage, en tant qu'organisateur de projet, il faut en permanence réussir à définir des objectifs clairs et les affirmer et les accompagner en permanence. Alors vous allez me dire, c'est une évidence, sauf que si on regarde les référentiels tels qu'ils sont faits, en général, ça représente 70, voire 250 pages, et on s'y perd assez facilement. Nous, nos cahiers des charges se limitent à 2 à 4, qui fait qu'au bout du compte, normalement, le promoteur doit bien savoir où il met les pieds quand il lit ces 2 pages. Voilà. Quatrième élément, et c'est ça qui nous intéresse en fait, c'est la dynamique collective et d'essayer d'embarquer toute la filière sur un projet comme celui-ci, c'est vraiment de relever ces défis en faisant appel à toute la filière du bâtiment que vous avez, donc je ne la réitérerai pas, mais ça va de l'aménageur, du commanditaire, en passant par l'urbaniste, les opérateurs immobiliers, les bureaux d'études, les ensembliers photovoltaïques, les syndics de copropriété qu'on a associés très très en amont pour ne pas surdimensionner ou prendre trop de sécurité dans le calcul des charges communes qui ferait que finalement on ne ferait pas. Et puis toute la partie géomètre, montage juridique, qui fait qu'un montage en copropriété solaire a été, entre guillemets, inventorié et qui rend bien service aujourd'hui sur l'ensemble du quartier. Je poursuis parce que sinon je vais être très long. Mais c'est vrai que ce sont des sujets passionnants. Sur justement, parce qu'on parle de PV, sur la généralisation du solaire. Oui. Alors,
vous l'avez compris, nous on est producteurs d'énergie renouvelable sur toutes les filières, donc on n'a aucun a priori sur aucune des filières en réalité. Mais c'est vrai que quand on fait du bâtiment, tout le monde le sait dans cette salle, le solaire photovoltaïque a quand même du point de vue technique, du point de vue architectural, une grande élégance. Et c'est vrai que le calcul qu'on a fait, on s'est dit on va réduire au maximum les besoins en généralisant le passif, on prend ce bilan et puis on centre toutes les prescriptions et toute l'organisation pour produire autant d'énergie renouvelable via le solaire photovoltaïque en l'occurrence, c'est vrai. On peut faire autrement, on peut en discuter, hein, pour atteindre cet objectif. Donc au total, si on regarde un petit peu les chiffres, hein, on sera in fine, je ne sais pas s'il y a un pointeur là-dessus, il y a un pointeur là-dessus. Bon, bref, on sera à 2,2 MW crête installés sur un programme de 650 logements, grosso modo, je centre caisse, je vous en ai parlé. Donc c'est pas tout à fait négligeable. Et c'est vrai qu'à l'époque, on est parti sur un montage en vente totale. Pourquoi? Parce qu'on a pris cet engagement de produire autant qu'on ne consomme. Et si vous consommez très peu et qu'en plus vous faites de l'autoconsommation, à ce moment-là, on ne serait jamais arrivé à 100% d'énergie renouvelable. Donc on préférait raisonner avoir ce volume, installer tout le hard qui demain, en fonction de l'évolution des textes, puisse reconvertir et pourquoi pas d'ailleurs réinjecter le surplus dans le smart charging en collaboration avec Enedis, que je cite et avec lequel d'ailleurs on a un excellent partenariat. Bref, je poursuis. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une partie neuve, mais il y a aussi une partie existante. C'est-à-dire que c'est bien de faire du neuf, c'est le prochain, mais on s'occupe évidemment de l'existant. C'est-à-dire que le démonstrateur ville durable comporte bien deux volets, le volet neuf que je viens de présenter et le volet existant. Et là, tout le travail sur la partie est, qui fait à peu près 65 hectares, c'est de mettre en place une démarche qui permette d'identifier les boucles énergétiques qui permettent toujours de la même façon de sortir des projets qui nécessitent cette fois-ci le moins de subventions spécifiques. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, on est encore à des latitudes compte tenu du régime de défiscalisation qui sont encore limites. Donc aujourd'hui, on a analysé les 16 boucles électriques du quartier Est. On a d'abord commencé par mobiliser l'ensemble des chefs d'entreprise. Ensuite, on a analysé l'ensemble de ces boucles énergétiques au regard de 3 critères. Et si vous permettez, simplement les citer, le prix du kilowattheure que les gens payent. C'est ça notre premier indicateur. C'est évident, vous allez me dire, hein, mais il faut encore faire le travail. Deuxièmement, voir le talent de consommation de ce que représente chacune de ces boucles, pour voir jusqu'où on peut aller en dimensionnement. Et puis troisièmement, parce que ça, mine de rien, c'est complètement évident, là encore, hein, c'est le nombre d'acteurs qui sont impliqués à l'échelle de chacune des boucles. Alors bien sûr, toutes les boucles utiles seront réalisées, mais il est certain que les boucles où il y a moins de clients seront plus faciles à sortir. Et donc, on n'a pas peur de dire qu'on commencera par les boucles les plus vertueuses, les moins complexes pour sortir dans le courant de l'année 2019. Ces projets donc, qui vont mobiliser l'Université de Nantes, l'IUT, Espacil, des logements étudiants, et de l'autre côté, une quinzaine de bâtiments tertiaires. Et puis, juste à côté, un Super U qu'on a rattrapé en vol, qui avait abandonné le solaire photovoltaïque. Je termine sur la conclusion. Sur la conclusion, puisque la question... C'est passionnant, mais c'est vrai que vous êtes nombreux, donc il faut laisser le temps de parole, chacun, voilà. C'est pour ça que je conclue. Par rapport à la question posée de la maîtrise de l'énergie et de la maximisation des énergies renouvelables, je me permets d'élargir un tout petit peu le sujet, parce qu'on aime bien, nous, si vous voulez, avoir une lecture qui ne soit pas que d'ordre contractuel. C'est pas parce qu'on est en montage autoconsommation qu'on n'autoconsomme pas son énergie. Et ça, c'est extrêmement important à rappeler. Je ne l'ai pas encore beaucoup entendu depuis ce matin, mais en réalité, même quand on est en vente totale, l'électron, il va au plus court et il est quand même autoconsommé juste à côté, même si le contrat s'appelle vente totale. Donc, on a les résultats, en fait, en réalité. Aujourd'hui, à partir du moment où on raisonne à l'échelle d'un quartier et pas seulement d'un bâtiment, hein, et on a un gros travail à faire avec le PUCA, etc., il y a eu le DVD sur tous les freins, etc. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, si vous raisonnez non pas à l'échelle uniquement du bâtiment, mais à l'échelle du quartier, si je reviens un tout petit peu en arrière, c'est pour que ce soit clair pour tout le monde, je ne sais pas si on peut revenir en arrière, c'est que le taux d'autoconsommation sur la partie ouest, c'est-à-dire la partie neuve, aujourd'hui est de 52%. Tout le monde commence à avoir très chaud. Si par contre on élargit l'échelle d'analyse de l'autoconsommation, mais bien évidemment qu'on est à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'on n'est pas forcément en montage contractuel de type autoconsommation. Et puis parce que c'était aussi il y a 6 ans.
il est certain que demain, tous les projets qu'on va mener avec les promoteurs bailleurs seront certainement faits dans le neuf cette fois-ci, sous la forme de l'autoconsommation collective. Donc voilà, bien distinguer. Je pense que ça, c'est du point de vue méthodologique assez utile. Nous, à chaque fois qu'on présente ce projet, on insiste là-dessus. Avoir une grille de lecture qui ne soit pas que de type contractuel. Je suis en autoconsommation, donc j'autoconsomme. Je suis en rente totale, donc je n'autoconsomme pas. C'est pas du tout comme ça que la physique et l'énergétique fonctionnent. Absolument pas. Mais avoir une démarche qui fasse bien l'intercroisement ou l'interanalyse entre la partie physique et énergétique, la partie spatiale et programmatique, sachant qu'évidemment, tout le monde le sait ici, plus vous avez une mixité d'usage et plus vous raisonnez dans un large secteur, plus vous arrivez à maximiser ce taux d'autoconsommation. La partie organisationnelle, je ne m'étendrai pas sur les freins qu'il a fallu lever parce qu'on n'a pas le temps. Et puis la partie économique, eh bien, simplement se dire que oui, comme ça a été dit depuis ce matin, il faut améliorer le régime de défiscalisation, notamment sur la partie autoconsommation collective, sans rentrer plus dans les détails. Merci en tout cas pour cette présentation qui balaye évidemment beaucoup de sujets. On est dans un atelier et une dynamique. On va essayer de légèrement déborder, mais pas trop parce qu'il y a un autre atelier après, donc ça va être compliqué. Alors on va poursuivre avec François Roulet, directeur du développement d'Artesol. Vous parliez d'université tout à l'heure. Là, on va aller voir un projet de campus tertiaire de 3 bâtiments. Hein. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Là, qui n'est pas encore sorti de terre. Bonjour. Mais, bonjour à tous. Voilà, bonjour. François Roulet, pour nous en dire plus sur ce projet. Donc, je suis François Roulet, je suis le gérant et le directeur du développement d'Artesol, qui est la filiale énergie du groupe Artea. Artea, c'est quoi? C'est un groupe immobilier qui est à la fois promoteur et investisseur. C'est important de le dire parce que ça nous départage des promoteurs purs et durs qui ont une vision plus court-termiste. Nous, on a un vrai souci patrimonial, c'est-à-dire que les investisseurs qui nous font confiance, c'est dans une logique de qualité et de suivi. J'ai une présentation qui est prévue. Vous avez un petit appareil qui vous permet, en avançant, on va transmettre et passer de la gauche vers la droite. Pardon. Voilà, je vous en prie. Merci. Voilà. Hop. Très bien. Alors, premièrement, je vais commencer par peut-être le plus important, mais ça c'est important pour comprendre qui est Artea. Nous, notre logique, notre objectif, c'est ça. C'est ce qu'on appelle chez nous la stratégie triple zéro. C'est assez simple à comprendre. C'est que désormais, toute la production immobilière du groupe Artea vise le triple zéro, c'est-à-dire zéro carbone ou émissions au sens large, zéro fossile, zéro nucléaire. Comment on compte y arriver? Par un déploiement massif de toitures solaires. Donc systématiquement, tous nos bâtiments sont équipés de centrales solaires. Et je précise sur tout le territoire français, c'est-à-dire aussi bien à Lille qu'à Nice, Sophia Antipolis. Ensuite, nos bâtiments sont dotés d'intelligence, donc essentiellement de systèmes de stockage, selon différentes technologies, on pourra y revenir dessus. Mais pour nous, l'intelligence d'un bâtiment passe par la capacité du bâtiment à s'adapter à ces environnements qui changent, et notamment à la capacité de stocker. Et enfin, le dernier point que j'aborderai très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est important de comprendre notre logique, c'est la mise en place de notre propre fournisseur d'énergie, c'est-à-dire que nos bâtiments, une fois qu'on les a équipés de panneaux solaires, de batteries, on va résoudre l'équation énergétique entre 50 et 70%, en fonction du lieu, en fonction de la performance du bâtiment. Il reste toujours une bonne partie de l'énergie. Eh bien, en fait, on va se l'auto-fournir, c'est-à-dire que nous avons aussi en patrimoine une vingtaine de centrales micro-hydrauliques réparties sur la France, sur le territoire national. Et pour nous, c'est très important de déployer de l'immobilier avec des véhicules électriques dans tous les sens, mais c'est surtout très important que cet électron qui vienne de ma toiture ou du réseau, il est produit avec cette stratégie, je rappelle, triple zéro. Donc voilà, c'est vraiment le leitmotiv dans le groupe Artea. Donc, on va préciser, donc la nouvelle génération, c'est le campus de Biot. Donc, Biot, c'est une des communes qui constitue Sophia Antipolis. Donc, c'est la nouvelle génération. 3 bâtiments, on fait à peu près 7000 m² de bureaux. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que ces 3 bâtiments, un peu comme des vases communicants, vont échanger de l'énergie. On sera en autoconsommation collective. On est dans un milieu tertiaire neuf. On a un locataire qui arrive, donc ça veut dire que c'est signé et en ce moment c'est en chantier. C'est important de le savoir, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop le temps, nous, de tergiverser et de faire de la réunionnite à n'en plus finir. On est dans une réalité concrète de
de business, si je puis dire, tout en respectant notre stratégie 000. Donc ça, très schématiquement, je ne vous apprends pas grand-chose. Il faut savoir que c'est une présentation qui avait été faite à la base pour l'inauguration, enfin la cérémonie de première pierre. Mais très schématiquement, c'est quoi? Chaque bâtiment a sa centrale solaire, a sa batterie qui lui permet de lisser les pointes d'appel de puissance du bâtiment, mais qui a aussi une autre fonction qui est très appréciée, qu'on a testée comme idée, mais qui est très appréciée par nos locataires, qui est une fonction secours. C'est-à-dire que le réseau tombe, je suis en capacité de maintenir un service sur les éléments vitaux. Je pense qu'on a tous ici eu la surprise d'avoir une coupure de courant en pleine rédaction de nos rapports, de nos mails, de nos PowerPoint, et on a perdu une demi-journée de travail. Eh bien, nous avons l'ambition, en tout cas, de valoriser la fonction batterie, stockage, non seulement pour rendre le bâtiment moins idiot ou plus intelligent, mais amener un service supplémentaire, un service de secours. Ensuite, on peut voir en bas une grappe de véhicules électriques. Ça, c'est important à noter parce que ce sont les deux défis des bâtiments du futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bâtiment performant, c'est acquis, tout le monde en veut, on veut un bâtiment BEPOS. Bien. Sauf que nous, aujourd'hui, on est confrontés à des entreprises. Le marché, il veut quoi? Il veut un bâtiment performant, mais il veut aussi deux choses. Un bâtiment qui est capable d'alimenter une flotte de véhicules électriques. Je dis bien une flotte, c'est-à-dire que la borne qu'on met dans le coin pour faire photo de presse, c'est fini. Maintenant, ils veulent 20, 30, 40 bornes. Parce qu'aujourd'hui, c'est des négociations en interne de ces groupes-là. Lorsque vous êtes cadre, vous avez le droit à une Zoé ou une Tesla en fonction de votre grade. Sauf que demain, ils débarquent avec 30 ou 40 véhicules. C'est plus 3 Zoé pour faire bien sur une plaquette. Donc ça change beaucoup au niveau de l'architecture énergétique. Et ensuite, et ça c'est moins le sujet, mais ça reste néanmoins important, ils veulent du confort et de la sécurité. Donc la sécurité, j'en ai parlé avec les batteries, mais ils veulent du confort. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple très simple. Le bâtiment performant, mais qui n'est pas confortable, qui fait exploser les arrêts maladie et qui crée des tensions en interne, c'est fini. Tous les directeurs immobiliers ont entendu parler des contre-références, ça se sait. Et malheureusement, c'est vrai, certains bâtiments sont très performants sur le papier au niveau énergie, mais sont absolument invivables. Ça, c'est fini, ils n'en veulent plus. Aujourd'hui, j'ai face à moi des clients qui ont des problématiques avec des jeunes générations. Je pense à un client notamment, je ne pourrais pas le citer, mais lui, il doit embaucher des jeunes qui sortent des écoles d'ingénieurs et qui crachent du code, voilà, qui programment en Java et compagnie. Ils n'ont qu'un seul fantasme en tête, c'est la Silicon Valley. C'est-à-dire que ces anciennes générations, pour les fixer, c'était une voiture, c'était des promotions, c'était des primes. Maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que si vous avez un bâtiment tertiaire, un local pour travailler qui n'est pas, on va dire, en adéquation avec les ambitions de cette jeune génération, tout simplement, ils s'en vont. La nouvelle génération est extrêmement volatile. Et ça, je peux vous assurer que ça coûte très cher à ces gens-là. Donc, ce que je veux dire par là, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est très important, c'est que faire un bâtiment performant au niveau énergétique, quelque part, c'est facile, tout le monde sait faire. Faire un bâtiment qui est à la fois performant, mais qui répond aux ambitions du marché, c'est autrement plus compliqué. Donc là, ça, tout le monde le connaît, tout le monde l'a compris, ça, je m'adressais à des non-sachants, ce qui n'est pas le cas ici. C'était un peu le principe de l'autoconsommation collective. Là, la vraie nouveauté, en fait, sur le campus, c'est qu'en fait, ces bâtiments sont un peu des triplés. Ils sont solidaires énergétiquement parlant. On a schématisé ça par un principe de vase communicant. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que le campus soit le plus furtif possible d'un point de vue énergétique, vu du réseau. C'est-à-dire que lorsque j'ai un bâtiment A qui est produit plus que ses besoins, mais que de l'autre côté, j'ai un bâtiment B ou C, où là, le taux de charge est beaucoup plus important, il s'opère d'abord une égalisation, de manière à tirer au niveau du transfo, qu'on va voir après, voilà, de manière à tirer au niveau du transfo le moins d'énergie possible. Et quand bien même, parce qu'on n'est pas non plus complètement naïf, quand bien même on tirerait au niveau du transfo, nous serons très rapidement en mesure de fournir une énergie par une filiale du groupe Artea qui serait produite, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, en 000, c'est-à-dire en hydraulique française. Je précise bien français parce que les fournisseurs d'énergie qui vous fournissent du mégawattheure avec un certificat norvégien acheté sur les marchés européens, ça tout le monde le fait. Nous, on veut se démarquer aussi en précisant que la production d'énergie renouvelable reste sur le territoire national français. Voilà.
Alors je vais faire ma maîtresse du temps, ma vilaine maîtresse du temps. Non mais j'ai fini en Il fait. va- Voilà. J'essaie de le faire vite. Moi, c'est bien, non, parce qu'il va nous rester un bon quart d'heure où j'ai quand même envie que vous échangiez. Et puis, c'est important de présenter cet exemple que vous avez fait concrètement. Mais c'est vrai qu'on avait déjà débordé au démarrage et c'est un peu compliqué. Parce que c'est très riche aussi et c'est très dense. Alors, avant de continuer, déjà, est-ce qu'il y a déjà d'autres questions, d'autres échanges, d'autres témoignages qu'on puisse, sur cet atelier, n'hésitez pas à lever la main. Vous avez chaud, vous aussi, vous vous entendez encore monsieur. Alors, le micro. Où est la jeune femme avec son micro? Elle est juste ici. Et puis après, évidemment, je n'ai pas oublié Jean Damian qui va pouvoir poursuivre cet atelier. Et les uns et les autres qui vont aussi commenter s'ils le souhaitent. On va se donner un quart d'heure. Oui, je voudrais juste rappeler que pour qu'on puisse mettre du photovoltaïque sur du bâtiment, il faut des artisans, il faut des installateurs. On n'en a pas trop parlé. Il faut aussi les écouter. Je prends pour exemple aujourd'hui, on nous a embêtés avec l'intégration bâtie. Ça a coûté cher, ça a posé beaucoup de problèmes, ça nous a plombé avec les assurances, ça a plombé l'image du photovoltaïque. Donc maintenant, et c'est très bien, on nous demande de venir nous mettre sur les toitures. Je fais aussi du solaire thermique, ça fait 30 ans qu'on met des capteurs sur les toitures. Et ben aujourd'hui, les assureurs commencent à nous bloquer sur les certifications du matériel en surimposition, sur les toitures, etc. Donc il faut quand même aussi que l'industrie, que l'administration ne fasse pas tout poser sur les installateurs, parce que nous, on est le dernier maillon de la chaîne pour que tout ça, ça marche, ça réussisse. On a tout sur les épaules, les embêtements, les clients, l'administration, Enedis et j'en passe. Et voilà, chaque fois, hop, on nous sort un nouveau truc. Là, moi, je suis bloqué sur une autoconsommation. Il y a 10 villas. C'est rien. Il y a un panneau par villa. Et ben, je suis bloqué avec le bureau de contrôle parce qu'il n'y a pas la certification de l'équerre. Le matériel n'existe pas dans ce cas-là. Donc, quid de développer l'autoconsommation si tout ça, ça ne s'harmonise pas avec les assureurs? Les assureurs, bon, bah, ils ont payé leur tribut sur le photovoltaïque. On peut débattre pendant des jours sur l'origine de ça, mais aujourd'hui, ceux qui sont pénalisés, c'est finalement tout le monde parce qu'on n'arrive pas à développer, parce que ça fait partie des freins qu'on a régulièrement sur, oui, c'est bien de développer... On va parler d'assurabilité dans un instant. J'ai bien compris ce que vous disiez. Désolée, je suis un peu... Voilà, décidément. Alors, il y a une question ici. Allez-y. Je suis un petit peu obligée d'interrompre parce que sinon on y est encore avant le deuxième atelier parce que c'est riche. Oui, bonjour, je suis donc Grégory Lamotte, je suis le fondateur de Comwatt. Donc ça serait une remarque en complément de ce que vient de dire M. Farco. Vous savez qu'en France, un kit 3 kg en autoconsommation, c'est vendu en gros autour de 12 000 euros. Vous savez combien c'est vendu en Allemagne, en Angleterre, en Belgique? Entre 6 et 7 000 euros. Donc effectivement, on ne peut pas dire qu'effectivement les artisans français sont des arnaqueurs et essayent de vendre plus cher. Le problème, c'est qu'ils ont des contraintes réglementaires qui sont très importantes que n'ont pas les Anglais, que n'ont pas les Allemands. Et souvent, c'est le même matériel, puisque nous, on travaille au niveau européen, on voit que c'est les mêmes panneaux solaires, c'est les mêmes onduleurs. Donc c'est juste la contrainte réglementaire qui fait qu'au final, tout à l'heure, on parlait de TRI. On disait oui, où est la limite? Aller au sud ou au nord d'Avignon? Non, en fait, quand on parle d'un prix qui vaut 6 000 ou 12 000 euros, là, le TRI, il en prend un sacré coup en termes de retour sur investissement. Donc aujourd'hui, il y a des contraintes qui sont importantes et qui viennent se percuter avec le problème des éco-délinquants. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un éco-délinquant qui arrive, il y a la réglementation française très centralisée qui va dire « Oh là là, on va tuer les éco-délinquants ». On va encore rendre l'administration encore plus exigeante, on va encore mettre plus de règles. Puis qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont sérieux, qui font le travail correctement, disent « Oh là là, les contraintes sont tellement importantes, moi il me faut tel certif, le matériel, il va falloir que j'aille le chercher je ne sais pas où, parce qu'il n'est même plus homologué en France, parce que les contraintes du CSTB sont tellement importantes sur le bâtiment, sur l'intégration bâtie, sur l'étanchéité, que si on veut respecter les règles, c'est quasiment impossible. Donc qu'est-ce qui reste? Les seuls qui restent, c'est les éco-délinquants qui disent « Moi, je m'en fous. Dans ma boîte, dans 6 mois, je la fais couler. J'en crée une autre dans 1 an. » Et lui, il va survivre. Et les gens qui veulent faire le boulot correctement, qui veulent s'inscrire dans une durée, ils ont des contraintes de plus en plus fortes et ils ont du mal. Et c'est vrai que toute la transition énergétique
c'est la décentralisation, comme dit Karine Lepage. La décentralisation, ce sont non plus des grands groupes qui font des projets de 10 milliards, mais ce sont des artisans. Et si on ne donne pas les moyens aux artisans de pouvoir travailler correctement avec une économie logique, avec des contraintes qui sont raisonnables, parce que les Allemands, c'est pas un pays sous-développé, et je pense que les contraintes qu'ils imposent aux artisans, c'est pas n'importe quoi. Et ben, si on alignait sur les meilleurs niveaux d'exigence européens, je pense qu'on avancerait assez rapidement dans la transition. Merci à vous. Vous êtes aussi applaudi. Justement, je peux peut-être faire rebondir, évidemment, tout naturellement, Jean Damian, donc président du GMPV FFB, sur ce point, parce que vous vouliez parler aussi d'assurabilité. Oui, bonjour à tous. Donc Jean Damian, je suis le président du groupement des métiers du photovoltaïque à la FFB. Alors, groupement des métiers du photovoltaïque, c'est un groupement d'unions et syndicats de métiers, donc d'artisans, d'entrepreneurs, dans tout ce qui est clos couvert, électricité, génie climatique. On existe depuis 7-8 ans et depuis 2-3 ans, on a des adhérents qui nous appellent en disant « je veux faire du photovoltaïque en autoconsommation ou en injection au réseau, peu importe, mais j'arrive pas à m'assurer. J'arrive pas à m'assurer. » Pourquoi ? Parce que, comme le rappelle monsieur, il y a eu beaucoup de problèmes, et il y en a encore, sur un certain nombre de sites, un certain nombre d'installations, un certain nombre de procédés qui ont été mal mis en œuvre et qui, du fait d'un contexte français qui, on appelle ça la loi Spinetta, Code civil, article 1792, permet au maître d'ouvrage qui est considéré comme non sachant, en cas de désordre, de faire appel à son assureur pour qu'une expertise soit menée et que des travaux soient engagés, payés par l'assurance de l'entreprise pour mettre en conformité l'installation. Tout ça pour respecter ce que M. Rollet disait à l'instant, c'est-à-dire que le but du maître d'ouvrage, c'est construire un bâtiment qui est du photovoltaïque ou non, qui répond aux besoins des utilisateurs en termes de confort, en termes d'utilisation. Voilà, donc s'il y a du photovoltaïque et ça fuit de partout, le maître d'ouvrage ne sera pas content. Et également, je reprends les propos de M. Gatier de Plan Bâtiment Durable. Effectivement, il y a un constat en France dans le métier de la construction, c'est le maître d'ouvrage n'est pas sachant. Les gens ne sont pas sachants. Donc il faut protéger le maître d'ouvrage. Et pour protéger le maître d'ouvrage, il y a tout ce mécanisme assurantiel qui fait que lorsqu'on construit un ouvrage, le constructeur, c'est-à-dire l'entrepreneur, doit pendant 10 ans apporter une garantie assurée. Donc qu'est-ce qui s'est passé en photovoltaïque depuis quelques années ? Il y a un maître d'ouvrage qui constate que le bâtiment est rendu impropre à sa destination parce qu'il y a des fuites de partout, parce que le système solaire a été mal installé. Il n'arrive pas à le faire à l'amiable avec l'entrepreneur qui des fois a déposé le bilan parce que c'était un éco-délinquant qui a fait n'importe quoi. Il y a expertise, c'est l'assureur de l'entreprise qui avance les frais des travaux et qui derrière cherche à se retourner contre l'assureur du fournisseur si le fournisseur est fautif. Ce mécanisme assurantiel, c'est la clé de voûte de l'acte de construire en France dans tous les métiers. En photovoltaïque, il y a un taux de sinistralité qui est largement supérieur à la moyenne. On ne va pas revenir sur pourquoi, tout le monde le sait. Et ce sont donc un sujet, donc l'ensemble des organisations professionnelles s'en sont emparées depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Avec des discussions régulières avec les assureurs notamment, le but étant de trouver les conditions qui permettent de fluidifier le marché et d'éviter ce que disait monsieur, c'est-à-dire de faire peser sur l'entrepreneur l'ensemble des risques liés à une installation dans le bâtiment, d'autant que si au bout de 3-4 ans, les maîtres d'ouvrage qu'on a pu voir autour de la table, que ce soit un aménageur ou un maître d'ouvrage privé, se retrouvent avec que des problèmes de sinistre, avec des problèmes derrière d'assurabilité et de responsabilité, ça sera juste la fin du photovoltaïque dans le bâtiment, ça sera bien dommage. Donc, d'ailleurs j'ai un petit, parce que je vous réponds, mais en même temps j'ai préparé un petit laïus. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, suite à tout ce travail qui a été fait, qui sera présenté dans un autre colloque qui a lieu la semaine prochaine à la Fédération française du bâtiment, qui porte spécifiquement sur l'assurabilité du photovoltaïque dans le bâtiment, qu'on soit en autoconsommation ou pas d'ailleurs. C'est le 13 septembre, je crois. 13 septembre à la FFB, c'est toute la journée. Il y a une forme de convergence pour lutter contre l'écodélinquance, pour lutter contre le fait que toute la responsabilité puisse porter sur le petit entrepreneur qui se serait vu à imposer un système, etc., etc.
avec une forme de convergence vers des exigences de qualification des entreprises. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience sur le sujet. Donc il y a des organismes de qualification comme Quali-TENR, Qualibat, Qualifelec qui en proposent. Deuxièmement, le fait d'utiliser des procédés qui soient évalués techniquement. Donc aujourd'hui, alors il y a certes des raideurs françaises, mais c'est le seul moyen à un assureur d'évaluer le risque quand il assure un procédé mis en œuvre par un installateur qui l'assure. Et enfin, le fait de demander les attestations d'assurance de son fournisseur quand on est un installateur. Pourquoi? Parce que, je reprends le schéma que je disais tout à l'heure, maître d'ouvrage à ma gauche construit un ouvrage, il y a du photovoltaïque, 3 ans après, les programmateurs en Java, etc., peuvent plus bosser parce que ça flotte sur l'ordinateur. Bien. Donc l'occupant n'est pas content, il ne paye plus le loyer, etc., etc. Donc le bâtiment est rendu impropre à sa destination. Expertise, si on se rend compte que c'est le procédé qui est vicié, ce n'est pas l'installateur qui a mal fait son travail, ce que voudra faire l'assureur de l'installateur qui paye les travaux de remise en conformité, c'est se retourner vers le fournisseur vers l'assureur du fournisseur, pardon, pour qu'il puisse rembourser les dommages causés. Sauf que vous avez beaucoup, quand vous regardez dans le détail, d'attestations d'assurance de fournisseurs, notamment un peu exotiques, qui ne prévoient pas du tout ce genre de coûts dans leurs attestations d'assurance. Donc on se rend compte que si on veut fluidifier le marché, si on veut accélérer la transition énergétique, si on veut saupoudrer l'ensemble des bâtiments de France avec du photovoltaïque, il y a des convergences un peu de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'acte de construire et d'assurer pour mettre ce genre de marqueur qui, je pense, demain conditionnera les conditions d'assurance des compagnies d'assurance vis-à-vis des entreprises, des systèmes proposés, pour faire en sorte qu'il y ait moins de sinistres, moins de pathologies et qu'on devienne enfin une filière normale. Merci à vous pour cet éclairage qui était nécessaire au vu des commentaires. Peut-être Madame Corinne Lepage, une vision globale, on va dire, de cette table. On a bien compris de toute façon qu'autoconsommation et efficacité du bâtiment, c'était vraiment lié, nécessaire. On a eu des exemples récents, mais aussi sur l'existant. Enfin, on commence à y réfléchir. Je dirais qu'on voit bien que ce n'est pas facile, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on rentre dans le dur. C'est-à-dire que les choses se font. Elles se font difficilement, mais elles se font. Par rapport à il y a 2-3 ans, où on était encore dans, peut-être 3-4 ans, on était dans le laïus. Là, on est dans la réalité, parfois la dure réalité, mais enfin, les choses se font. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a montré, entre ce matin et cet après-midi, des exemples concrets. Donc, on est dans le concret, et ça, je pense que c'est très important. Et le fait qu'on soit capable, les uns et les autres, d'identifier les problèmes, et donc d'essayer d'obtenir des solutions à ces problèmes, je pense que ça nous permet d'être relativement optimistes et d'envisager que nous puissions développer massivement la production et l'autoconsommation, parce qu'à un moment donné du temps, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on sait tous pourquoi c'est comme ça chez nous. Voilà. Et on en parlait ce matin de la directive renouvelable aussi, la directive européenne qui finalement fait bouger les lignes, donc quelque part. La directive européenne, déjà on sait qu'on ne sera pas dans les clous de celle pour 2020 puisqu'il nous fallait 23% de renouvelables, qu'on n'y est pas. Si on est à 20%, la vie sera belle, et je ne suis pas sûre qu'on y arrive. L'efficacité énergétique, on n'y est pas, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre non plus, puisqu'on a grimpé l'année dernière. Pour 2030, c'est encore beaucoup plus rigoureux. Et donc, on va bien être obligé, j'allais dire un coup de pied dans le derrière, mais enfin, c'est quand même de ça dont il s'agit, d'avancer. Donc voilà, je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de réalisations, même dans la difficulté, avec la mise en exergue des problèmes rencontrés, qui sont des problèmes économiques, donc qui intéressent les entreprises, qui intéressent l'emploi, qui intéressent donc normalement le gouvernement, parce que on a tous encore dans la tête le drame, la tragédie du solaire en 2009-2010. Donc personne n'a envie de recommencer une histoire pareille. Donc voilà, je pense que je suis assez optimiste. On va y arriver, on va finir par y arriver. Le tout, c'est de savoir quand. Est-ce que c'est quand Nathalie vous sera arrière-grand-mère ou est-ce que c'est un peu avant? C'est dans pas longtemps, non, je rigole. Voilà. Bon, non, mais voilà, je veux dire que c'est une question de temps. Donc le fait qu'on arrive à coordonner les efforts, parce que finalement c'est ça. C'est des filières nouvelles, il faut qu'elles arrivent à travailler ensemble.
et à travailler ensemble sans trop se laisser influencer par des gens qui ont tout intérêt à ce qu'on avance. Et qu'elles aient aussi du poids. Voilà. Bon, je ne veux pas fâcher personne, mais enfin, je pense que tout le monde sait ce que je veux dire. Donc voilà, je pense qu'en nous y mettant tous ensemble, en montrant l'importance que ça représente en termes d'emploi, par exemple de dire et de redire qu'il y a aujourd'hui plus d'emplois dans les filières renouvelables que dans la filière nucléaire. C'est quelque chose qu'on ne dit pas, mais c'est la vérité. Bon. Donc c'est des choses qui marquent, qui sont importantes, et d'emporter derrière nos concitoyens, parce que c'est finalement eux qui seront l'arbitre du jeu. Voilà. Merci à vous. Personne ne veut rien ajouter. Si, Monsieur Damian, allez-y. J'ai juste peut-être une proposition d'indicateur. Quand on raisonne sur l'efficacité énergétique d'un bâtiment, pour tout ce qui est logement et tertiaire, on raisonne par diagnostic de performance énergétique. Diagnostic de performance énergétique, si en utilisant du solaire et en réfléchissant un peu à son utilisation, on arrive à avoir un diagnostic qui passe de B à A, alors on valorise l'actif et à la revente, les chiffres varient entre 5 et 7% de plus-value. Donc là, on n'est pas sur des théories autoconsommation, etc. On est sur comment j'améliore mon actif à la revente en créant, c'est la valeur verte, oui, en créant tout simplement un bilan qui permet d'améliorer le diagnostic de performance énergétique de mon bien. Merci beaucoup. Merci à tous les scènes d'être intervenus sur cet atelier. On peut les applaudir, évidemment. Merci à tous pour votre écoute. Donc cet après-midi va se poursuivre avec un nouvel atelier. Enfin, il y en a deux évidemment en parallèle. Si vous êtes sur l'atelier 3, ça va se passer ici. Si vous êtes sur le 4, sur les nouvelles solidarités, les enjeux de précarité énergétique, c'est le 4 qui va se passer par ici, là, dans la salle de droite. Et donc ça sera avec moi à nouveau, donc qui même me suivent, comme on dit. Bonne suite d'après-midi.